Hello and welcome back to l'imbécilie. C'est moi l'imbécilie. L'imbécilie. Haha, vous l'aviez pas catché? Ben maintenant oui. Bref, aujourd'hui je vais vous lire la carte postale d'Anne Berest. Je sais pas si je dis ça comme il faut. Berest, Beret, Berest. Il n'y a pas d'accent, fait que c'est peut-être juste Beret. Anyway, c'est une carte postale de je ne sais où. A priori, c'est la Russie, donc très en thème. Let's go! Attends, j'enlève la paille de mes cuisses. Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons au réveil. Puis elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 cm de neige. Elle est restée longtemps à fumer dehors, malgré le froid, pour profiter de l'atmosphère irréelle qui flottait sur son jardin. Elle a trouvé que c'était beau, tout ce rien, cet effacement de la couleur et des lignes. Soudain, elle a entendu un bruit étouffé par la neige. Le facteur venait de faire tomber le courrier par terre au pied de la boîte aux lettres. Ma mère est allée le ramasser, en faisant bien attention de regarder où elle posait ses chaussons pour ne pas glisser. Toujours sa clope au bec, dont la fumée se décuplait dans l'air glacé, elle s'est dépêchée de rentrer dans la maison, réchauffer ses doigts engourdis par le froid. Elle a jeté un coup d'œil rapide aux différentes enveloppes. Il y avait les traditionnelles cartes de vœux, la plupart de ses étudiants de la fac, une facture de gaz, quelques publicités. Il y avait aussi des lettres pour mon père, les collègues du CNRS et ses thésards lui souhaitaient tous la bonne année. Parmi le courrier, très ordinaire en ce début de mois de janvier, elle était là, la carte postale. Glissée entre les enveloppes, l'air de rien, comme si elle s'était cachée pour passer inaperçue. Ce qui a tout de suite intrigué ma mère, c'était l'écriture. Étrange, maladroite, une écriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis elle a lu les 4 premiers noms inscrits les uns en dessous des autres sous forme de liste. Ephraim, Emma, Noémie, Jacques. Ces 4 prénoms étaient ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les 4 avaient été déportés 2 ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942. Et D'accord. Et il ressurgissait dans notre boîte aux lettres 61 ans plus tard, ce lundi 6 janvier 2003. Qui a bien pu m'envoyer cette horreur s'est demandé Lélia. Ma mère a eu très peur, comme si quelqu'un la menaçait, tapie dans l'obscurité d'un temps lointain. Ses mains se sont mises à trembler. « Regarde, Pierre, regarde ce que j'ai trouvé dans le courrier. » Mon père a pris la carte postale, l'a approché de son visage pour l'observer de près, mais il n'y avait pas de signature, pas d'explication, rien, seulement des prénoms. Chez mes parents, à cette époque-là, on ramassait le courrier par terre, comme des fruits mûrs tombés de l'arbre. Notre boîte aux lettres était devenue si vieille qu'avec le temps, elle ne retenait plus rien. C'était une véritable passoire, mais nous l'aimions ainsi. Tout le monde aime sa boîte aux lettres, évidemment. Personne ne songeait à la changer. Dans notre famille, les problèmes ne se réglaient pas de cette manière. On vivait avec les objets comme s'ils avaient le droit à autant d'égards que des êtres humains. Les jours d'averse, les lettres finissaient trempées, l'encre se diluait et les mots devenaient à jamais indéchiffrables. Le pire, c'était les cartes postales, dévêtues comme de jeunes filles, bras nus sans manteau en hiver. Si l'auteur de la carte postale avait utilisé un stylo à plume pour nous écrire, son message serait tombé dans l'oubli. Le savait-il? La carte était rédigée au stylo bille noir. Le dimanche suivant, Lélia a convoqué toute la famille, c'est-à-dire notre père, mes sœurs et moi. Autour de la table de la salle à manger, la carte est passée de main en main. Nous sommes restés silencieux un long moment, ce qui n'est pas courant chez nous, surtout à l'heure du déjeuner dominical. Dans notre famille, d'ordinaire, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui tient à l'exprimer sur le champ.
Cette fois, personne ne savait quoi penser de ce message qui arrivait de nulle part. La carte postale était très banale. C'était une carte pour touristes avec une photographie de l'Opéra Garnier, comme on en trouve par centaines dans les bureaux de tabac, sur des présentoirs en fer, partout dans Paris. « Pourquoi l'Opéra Garnier » a demandé ma mère. Personne n'a su quoi répondre. Le cachet est celui de la poste du Louvre. Tu crois qu'on peut aller se renseigner là-bas ? C'est le plus grand bureau de poste de Paris, c'est immense. Que veux-tu qu'on te dise ? Ben, c'est fait exprès, tu crois ? Ben oui, la plupart des lettres anonymes sont envoyées de la poste du Louvre. Ok. À retenir si je veux envoyer une lettre anonyme. Elle ne date pas d'hier. La carte a au moins 10 ans, ai-je fait remarquer. Mon père l'a dirigée vers la lumière. Il l'a observée quelques secondes, très attentivement, pour en conclure que la photographie datait bien des années 90. La chromie du tirage au magenta saturé, ainsi que l'absence de panneaux publicitaires autour de l'Opéra Garnier confirmaient mon intuition. Je dirais même du début des années 90, a précisé mon père. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? A demandé ma mère. Parce qu'en 96, les bus SC10 vert et blanc, comme celui que vous voyez en arrière-plan de l'image, a été remplacé par les RP312 avec une plateforme et un moteur situé à l'arrière. Personne ne s'est étonné que mon père puisse connaître l'histoire des bus parisiens. Il n'a jamais conduit de voiture, encore moins un bus, mais son métier de chercheur l'a entraîné à connaître des multitudes de détails sur des sujets aussi hétéroclites que pointus. Mon père a inventé un dispositif qui calcule l'influence de la Lune sur les marées terrestres et ma mère a traduit pour Chomsky des traités de grammaire générative. Ils savent donc à eux deux une quantité inimaginable de choses. La plupart du temps inutiles dans la vie concrète. Sauf parfois, comme ce jour-là. Pourquoi écrire une carte et attendre 10 ans avant de l'envoyer ? Mes parents ont continué à s'interroger, mais moi, je me foutais complètement de cette carte postale. En revanche, la liste de prénoms m'a interpellé. Ces gens étaient mes ancêtres et je ne connaissais rien d'eux. J'ignorais les pays qu'ils avaient traversés, les métiers qu'ils avaient exercés, l'âge qu'ils avaient quand ils furent assassinés. Si on m'avait présenté leurs portraits, je n'aurais pas su les reconnaître au milieu d'inconnus. J'en ai ressenti de la honte. À la fin du déjeuner, mes parents ont rangé la carte postale dans un tiroir et nous n'en avons plus jamais reparlé. J'avais 24 ans et la tête occupée par une vie à vivre et d'autres histoires à écrire. J'ai effacé ma mémoire le souvenir de la carte postale, sans pour autant abandonner l'idée qu'il me faudrait un jour interroger ma mère sur l'histoire de notre famille. Mais les années filaient et je ne prenais jamais le temps de le faire, jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, je sois sur le point d'accoucher. Ok, donc si c'était en début 90, ça c'était écrit, en tout cas ça se passe en 80, elle avait 24 ans en début 2000, et donc là on est début 2010, et donc elle a 30 et quelques années. Ok, 34. Jusqu'à ce que je sois sur le point d'accoucher. Mon col s'était ouvert trop tôt, il fallait que je reste allongé pour ne pas précipiter l'arrivée du bébé. Mes parents ont proposé que je vienne quelques jours chez eux où je n'aurais rien à faire. Dans cet état d'attente, j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à la lignée des femmes qui avaient accouché avant moi. C'est alors que j'ai ressenti le besoin d'entendre le cri de mes ancêtres. Lélia m'a emmené dans le bureau obscur où elle passe le plus clair de son temps. Ce bureau qui m'a toujours fait penser à un ventre, tapissé de livres et de classeurs, baignant dans une lumière d'hiver sur la banlieue parisienne, l'atmosphère épaissie par la fumée de cigarette. Je me suis installé sous la bibliothèque et ses projets sans âge, souvenirs recouverts d'un duvet de cendres et de poussière. Ma mère a attrapé une boîte verte, mouchetée de noir, parmi la vingtaine de boîtes d'archives toutes identiques. Adolescente, je savais que ces boîtes alignées sur les étagères contenaient les traces des histoires sombres du passé de notre famille. Elles me faisaient penser à des petits cercueils. Ma mère a pris une feuille de papier et un stylo,
Comme tous les enseignants à la retraite, elle continue d'être professeure en toutes circonstances, même dans sa façon d'être mère. Lélia était très aimée de ses étudiants de la fac de Saint-Denis. À l'époque bénie où elle pouvait fumer en classe tout en enseignant la linguistique. Elle faisait quelque chose qui fascinait ses élèves. Elle réussissait, avec une dextérité rare, à faire se consumer entièrement la cendre de sa cigarette sans que jamais elle ne tombe par terre, formant ainsi un cylindre gris au bout de ses doigts. Pas besoin de cendrier. Elle posait sur son bureau la cigarette consumée avant d'allumer la suivante. Une prouesse qui imposait le respect. « Je te préviens, m'a dit ma mère, c'est un récit hybride que tu vas entendre. Certains faits sont donnés comme évidents. Toutefois, je te laisserai estimer la part des hypothèses personnelles qui ont finalement abouti à cette reconstitution. D'ailleurs, de nouveaux documents pourraient compléter ou modifier de façon substantielle mes hypothèses, évidemment. Maman, lui ai-je dit, je crois que la fumée de cigarette n'est pas bonne pour le cerveau du bébé. Oh, ça va, j'ai fumé un paquet par jour pendant mes 3 grossesses et je n'ai pas l'impression d'avoir fait 3 débiles à l'arrivée. Sa réponse m'a fait rire. Lélia en a profité pour allumer une cigarette et commencer le récit de la vie d'Ephraim, Emma, Noémie et Jacques, les 4 prénoms de la carte postale. Chapitre 1. Livre 1, Terre promise. Chapitre 1. Comme dans les romans russes, a dit ma mère, tout commence par une histoire d'amour contrarié. Ephraim Rabinovitch aimait Anna Gavronsky, dont la mère, Liba Gavronsky, née Yankelevitch, était une cousine germaine de la famille. Ok. Mais cette passion n'était pas du tout des Gavronsky. Lélia m'a regardé en voyant bien que je n'y comprenais rien. J'étais en train d'essayer de faire les connexions là, donc je suis pas tout seul au moins. Elle a coincé sa clope à la commissure de ses lèvres et, l'œil mi-clos à cause de la fumée, elle a commencé à fouiller dans ses archives. Tiens, je vais te lire cette lettre, ça va t'éclairer. Elle est écrite par la grande sœur d'Ephraim en 1918 à Moscou. Chère Vera, mes parents n'ont que des ennuis. As-tu entendu parler de cette histoire entre Ephraim et notre cousine Aniouta? Sinon, je peux seulement te le confier sous le sceau du secret, bien que, semble-t-il, quelques-uns des nôtres soient déjà au courant. En bref, donc Aniouta, et notre Fédia, il a eu 24 ans il y a 2 jours, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Les nôtres en ont terriblement souffert, ils en devenaient fous. Tante ne sait rien, ce serait une catastrophe si elle l'apprenait. Ils la rencontrent tout le temps et se tourmentent beaucoup. Notre Ephraim aime beaucoup Aniouta, mais j'avoue que je ne crois guère à la sincérité de ses sentiments à elle. Ok ? Les histoires de famille, les histoires d'amour et les histoires de famille, c'est toujours compliqué. Voilà les nouvelles de chez nous. Parfois, j'en ai par-dessus la tête de cette histoire. Bon, ma chérie, il faut que j'arrête d'écrire, je vais aller poster ma lettre moi-même, pour être sûr qu'elle soit bien partie. Tendrement, Sarah. Si je comprends bien, Ephraim fut contraint de renoncer à son premier amour. Et pour cela, on lui trouve vite fait une autre fiancée qui serait donc... Ah, il y a des fourmis qui tombent dans le laptop. Va-t'en. Ah, va-t'en. Tu vas fryer si tu vas dedans. Et pour cela, on lui trouve vite fait une fiancée qui sera donc Emma Wolf. Le deuxième prénom de la carte postale... le deuxième prénom de la carte postale. Donc ça, c'est Emma. Ok. Tout à fait. Elle faisait aussi partie de la famille éloignée? Non, pas du tout. Emma venait de Lotz. Elle était la petite fille d'un grand industriel qui possédait
plusieurs usines de textile, Maurice Wolfe, et sa mère s'appelait Rebecca Trotsky. Mais rien à voir avec le révolutionnaire. Dis-moi, comment Ephraim et Emma se sont-ils rencontrés? Parce que Lodz c'est au moins à 1000 km de Moscou. Bien plus de 1000 km. Soit les familles ont fait appel à la tchatkanit de la synagogue, c'est-à-dire la marieuse, merci, tchatkanit, ok. Soit la famille d'Ephraim était la Kesteltern d'Emma. La quoi? La Kesteltern. C'est du yiddish. Comment t'expliquer? Tu te rappelles de la langue Inuktitut? Inuktitut. Putain, il y a un mot sur deux qui est à moitié du russe, là, je comprends. Je comprends rien. Quand j'étais enfant, Lélia m'avait enseigné qu'il existe 52 mots pour désigner la neige. Chez les Esquimaux, on dit kanik pour la neige quand elle tombe, apouti pour la neige déjà tombée et agnew pour la neige qui sert à faire de l'eau. Ok, d'où le nom Anyuta. Eh bien, en yiddish, a ajouté ma mère, il existe différents termes pour dire la famille. On utilise un mot pour dire la famille proprement dite, un autre mot pour dire la belle famille, encore un autre mot pour dire ceux qu'on considère comme sa famille, même en l'absence de lien de parenté, et il existe un terme quasiment intraduisible qui serait comme la famille nourricière, dit Kesteltern. Ce qu'on pourrait traduire comme la famille invitante. Car il était de tradition, lorsque des parents envoyaient un enfant au loin faire des études supérieures, qu'il cherche une famille pour le loger et le nourrir. La famille Rabinovitch était donc la Kesteltern d'Emma? Voilà, mais laisse-toi faire, ne t'inquiète pas, tu vas finir par t'y retrouver. Good luck. Très tôt dans sa vie, Ephraim Rabinovitch rompt avec la religion de ses parents. À l'adolescence, il devient membre du Parti socialiste révolutionnaire et déclare à ses parents qu'il ne croit pas en Dieu. C'est bien, mon Dieu, dans les années 1920, près des 1930. Par provocation, il fait tout ce qui est interdit aux Juifs le jour de Kippour. Il fume des cigarettes, il se rase, boit et mange. En 1919, Ephraim a 25 ans. C'est un jeune homme moderne, svelte, aux traits fins. Si sa peau n'était pas si brune et si sa moustache était moins noire, on pourrait le prendre pour un vrai Russe. Ce brillant ingénieur sort tout juste de l'université, ayant échappé au numerus clausus qui limitait à 3% le nombre des Juifs admis à l'entrée. Il veut participer à la grande aventure du progrès. Il a de hautes ambitions pour son pays et pour son peuple, le peuple russe. Il veut accompagner dans la révolution. Pour Ephraim, être juif, ça ne veut rien dire. Il se définit avant tout comme socialiste. D'ailleurs, il vit à Moscou à la moscovite. Il accepte de se marier à la synagogue uniquement parce que c'est important pour sa future femme. Mais il prévient Emma. Nous ne vivrons pas dans le respect de la religion. Hey, mon Dieu, il est straight, hein, il n'est pas juste j'y crois pas, c'est j'en veux pas. Je veux pas en entendre parler. La tradition veut que le jour de son mariage, à la fin de la cérémonie, le marié brise un verre avec son pied droit. C'est dangereux, hein? Ce geste rappelle la destruction du temple de Jérusalem. Ensuite, le marié peut faire un vœu. Ephraim fait celui d'effacer à jamais le souvenir de sa cousine Anyuta. Mais en regardant au sol les débris de verre et papier, il lui semble que c'est son cœur qui gît là en 1000 morceaux. Bon, c'est des intrigues très intéressantes tout ça. J'ai presque envie de continuer le chapitre 2. Mais vu que ça fait déjà 20 minutes et que on parle d'Ephraim et de Emma, mais pas trop encore de Noémie et Jacques. Et ça, j'ai envie de savoir, c'est quoi les liens de parenté? Bref, je vous invite à lire La carte postale de Anne Berest, qui est une histoire de cœur de famille en Russie
au début des années 1900, juste après la Première Guerre mondiale. Très intéressant d'en parler en ce moment, vu qu'on est en guerre, que la Russie est en guerre avec les US, avec des proxys en Europe. Ce serait intéressant d'en connaître un peu plus sur l'histoire russe et non pas seulement les stéréotypes. Je vous laisse, je vais aller voir la salle Jean Renoir pour parler. Je vous invite à aller à la bibliothèque de Sona où il y a des choses qui se passent de plus en plus. J'y étais ce matin et j'ai parlé pendant 1 heure avec une petite madame d'Université Mont-Blanc avec qui il y a plein de connexions à faire pour mes petits projets. Et merci à mes patrons que vous voyez défiler en dessous. Et n'hésitez pas, si vous voulez me supporter, dans mes lectures plurielles, qui est en lien aussi avec le festival... Oh, j'ai des fourmis dans les jambes, pas seulement dans le laptop. Qui est en lien avec le festival du premier roman qui se passe 1 fois par année sur Chambéry. Évidemment, festival francophone, donc qui met en connexion des Français, des Belges, des Québécois. Et donc là, je m'amuse à essayer de lancer une façon différente de lire, de découvrir des bouquins, d'une façon un peu plus récente et contemporaine. Et peut-être que moi, ça me fait aussi plaisir parce que ça me force un peu à lire des bouquins que je ne lirais pas. Mais parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps. Mais en même temps, lire, c'est une façon de découvrir des choses. Finalement, tout produit culturel, quand c'est pas du Avengers 25 là, est là pour nous inviter à découvrir des nouvelles histoires, des nouvelles façons de penser, et que ce soit les livres, les films, les musiques ou les jeux vidéo, et ça fait tout ça. Donc j'essaye de mélanger, d'être multidisciplinaire, le beau petit Rambo là, entre le jeu vidéo, la vidéo sur YouTube, mais qui lit des bouquins. Je suis holistique dans mon approche. Holistique et multilingual, multiculturel, et ça me fait plaisir d'essayer quelque chose d'original, et je vous invite à le faire aussi. Merci beaucoup, on se reparle, à la prochaine, bye.